Bonjour à tous. Merci Grégory, merci Bertrand de me permettre de m'exprimer sur la place de la fusion postérieure. Alors Bertrand m'avait demandé si tu peux mettre un ou deux EOS, c'est bien. Première diapo, on va en mettre quatre. Comme ça, au moins, le job est rempli. J'ai ressorti en fait les EOS des quatre derniers patients que j'avais pris en charge pour une hernie discale. Pour montrer qu'en fait, à chaque fois, enfin quasiment à chaque fois, sont des dos de type 2, des dos plats avec des faibles incidences pelviennes, pardon, et qu'il va falloir le prendre en compte dans notre stratégie chirurgicale. C'est des patients qui vont facilement avoir des discopathies avec les forces qui vont être sur la partie antérieure de la colonne vertébrale, contrairement aux fortes incidences. J'ai pris ici l'image d'un patient que j'avais opéré pour une hernie discale. Ça, c'est son premier épisode. Et on voit déjà qu'au premier épisode, il y a une perte de hauteur discale en L4, L5, là où siège la hernie. Et puis, on voit aussi déjà ce disque un peu dégénératif en L5S. Là, le patient était uniquement radiculaire, hein, donc j'ai traité la hernie. Et puis, comme on m'avait demandé de participer à la table ronde sur les récidives de hernie discale, et ben, il a fait une récidive peu de temps après. Et du coup, la question va être de voir si on va traiter uniquement cette atteinte neurologique dans le temps. Est-ce qu'on va aussi traiter la discopathie? Et donc, n'y voyez pas un message politique, mais je pense que face à deux attitudes polarisées, il va falloir choisir le en même temps et choisir notre stratégie chirurgicale. Et c'est ça qui va conditionner, à mon sens, la suite de la prise en charge. Qu'est-ce qu'on va avoir comme lésion en cas de récidive? Donc on va avoir la compression radiculaire, hein, bien entendu, parce que y a la hernie, donc il y a une compression, et puis aussi on peut avoir une compression indirecte avec un rétrécissement foraminal parfois, favorisé par la perte de hauteur, et aussi parfois par une arthropathie associée avec cette hypertrophie articulaire. On va donc avoir aussi une discopathie avec cette perte de hauteur. Il va s'installer aussi possiblement une instabilité qu'on verra facilement, qu'on pourra voir à l'EOS, parfois des phénomènes inflammatoires, comme on a dit. Je rappelle la proximité dans la cascade dégénérative entre la hernie, la perte de hauteur discale et l'instabilité. Et ça, je pense que c'est des éléments qu'il faut prendre en compte dans nos prises en charge. Et puis, pour mettre un peu plus les pieds dans le plat, va s'installer des troubles de l'équilibre sagittal. Alors, ça va être surtout quand il y aura plusieurs niveaux atteints de discopathie. On va avoir une kyphose locale sur le ou les niveaux atteints. On va avoir une perte de lordose distale. On peut avoir aussi des compensations sous-jacentes par l'hyperextension, enfin avec hyperextension. Tout ça va engendrer un défaut de distribution aux lordoses, un problème de défaut de distribution de lordose, le tout sur un dos où on sait qu'il y a des compensations pelviennes extrêmement limitées. Et donc de ces lésions, je pense que ça va devoir déterminer notre cahier des charges. Pour la compression, on n'a rien inventé, on va réaliser une décompression. Pour la discopathie, on va stabiliser avec une arthrodèse. Et puis après, pour prendre en charge notre trouble de l'équilibre sagittal, il va falloir réaliser la lordose que l'on souhaite adaptée à la forme de dos. Et tout ça va conditionner notre stratégie. Alors nous, avec mes associés, c'est vrai qu'on a en permanence cette discussion en staff de dire, quels sont les symptômes? Est-ce qu'on passe par derrière? Est-ce qu'on passe par devant? L'idée, c'est vraiment à chaque fois de s'adapter aux patients. Et il y a des fois, je pense, où il faut passer par derrière. C'est difficile de donner les patients pour lesquels on passe absolument par derrière, mais j'ai essayé de synthétiser, de me dire un peu, mais finalement, quand on le fait, on le fait quand on veut traiter l'ensemble des lésions, c'est-à-dire quand il y a des lésions radiculaires, mais aussi discales qui sont symptomatiques. Quand on va vouloir gérer la distribution de la lordose, c'est-à-dire que quand sur nos examens paracliniques, notamment l'EOS, on a une perturbation. Quand on va vouloir aussi réaliser une arthrodèse circonférentielle, parce que pour avoir une fusion majeure, donc parfois on se dit on va faire derrière et puis on viendra aussi combler devant. Alors ça peut être fait soit par TELIF. J'ai l'habitude de faire un second temps, mais voilà, ça c'est un autre débat, je pense. Et donc, ça va être pour les patients aussi lombo-radiculaires. C'est-à-dire que la récidive de hernie discale, s'il y a une radiculalgie pure, ça a du sens de faire une décompression isolée. Mais je pense que quand on a des symptômes lombaires invalidants, mécaniques qui sont imposés, ça a du sens de faire une arthrodèse. Et donc, on va la réaliser sur les discopathies multi-étagées,
quand il y a un déséquilibre. Et aussi, je pense qu'il y a une bonne indication, c'est sur ces reprises d'arthrodèse. Moi, je trouve extrêmement difficile quand il y a eu une arthrodèse antérieure, qu'on a une récidive de hernie discale au-dessus, de retourner devant. Donc, je pense que ça peut être une bonne indication. L'avantage de la chirurgie postérieure, c'est qu'on on peut faire une arthrectomie large, avoir une bonne libération, et je pense mieux gérer sa lordose. C'est à condition aussi d'avoir un matériel qui remplisse ce cahier des charges pour avoir toujours cette lordose basse. Pour illustrer un petit peu tout ça, j'ai trouvé le cas d'un patient qui remplit un petit peu tous les critères d'indication à mon avis. Donc patient de 38 ans qui a un travail assez physique, il fait 1m91, il faut se méfier des grands, ils ont souvent des dos plats, avec une perte de poids récente parce qu'il n'a plus d'activité. Donc là, dans son cas, c'est pas le surpoids qui l'a rendu douloureux, mais c'est la douleur qui l'a rendu en surpoids. Et je trouve que ça arrive quand même assez souvent. Il présente des lombalgies basses, invalidantes, mécaniques. Il arrive en consultation, il n'arrive même pas à s'asseoir. Il dit, si ça ne vous dérange pas, docteur, je vais rester debout parce que là, je ne suis pas bien. Il a eu un parcours de soins complet, je le précise quand même. Donc, il a eu les dentalgiques, il a eu la kiné, il est passé en centre de rééducation, on lui a donné des drapeaux de toutes les couleurs. Et puis, finalement, on se dit, oui, c'est mécanique, on peut y aller. Il a eu une histoire de récidive plus que de récidive. Il a enchaîné les récidives. C'est-à-dire qu'en 2004, il a une radiculalgie sur une hernie L5-S1. Donc là, on est en -4 avant les hausses. Donc, il n'a pas eu ça dans son bilan. Et puis après, en 2008, il a eu des épisodes de lomboradiculalgie qui ont pu être traités médicalement. Et en 2018, en plus 10 après les hausses, il a de nouveau ces lomboradiculalgies. Et on voit déjà cette récidive de hernie discale et puis ces discopathies qui sont multi-étagées. A été fait le choix de toujours gérer uniquement la hernie discale en L4, L5. Je précise qu'à ce moment-là, quand même, il avait déjà des douleurs lombaires et quand je lui ai demandé, il me disait qu'elles étaient déjà très, très invalidantes. A été fait le choix de réaliser la décompression seule. Ensuite, en 2020, il est allé voir un de mes confrères parce qu'il avait de nouveau une sciatalgie droite et de nouveau des douleurs lombaires. Et puis là, il lui a été proposé une arthrodèse L5-S1. On peut déjà se poser la question, est-ce qu'il fallait faire que L5-S1 quand on a arthrodèse? Est-ce qu'il ne fallait pas faire L4, L5? Il n'y a toujours pas eu des hausses parce que probablement que ça ne sert à rien dans ce parcours. Et donc, moi, je le vois ensuite en 2021 avec des douleurs lombaires. Donc, comme je vous disais, il n'en peut plus. Très légèrement radiculaire, mais ce n'est pas sa plainte. Il y a un os vestri qui est perturbé. Et puis, donc, on voit cette attitude un peu en syphose, avec en plus une arthrodèse où il y a une vis qui a été, on va dire, posée non correctement, en tout cas qui, je pense, favorise les douleurs. Et donc, ce déséquilibre, un niveau quand même en L5-S1 qui est un petit peu en syphose aussi, le tout sur une incidence pelvienne assez faible. Et donc là, s'établit le cahier des charges. Est-ce qu'on passe par devant? Est-ce qu'on passe par derrière? Et je pense que lui, il remplit beaucoup de critères pour qu'on réalise une fusion postérieure. Il avait un antécédent d'arthrodèse. Il va falloir corriger ce défaut de lordose. Il va falloir réaliser des arthrectomies pour bien corriger tout ça. Et donc, ça me semblait pertinent de faire une chirurgie postérieure. Et on voit nettement l'amélioration de l'équilibre entre l'avant et l'après avec cette stratégie postérieure. Et là, on peut se dire que mécaniquement, on devrait quand même avoir un disque au-dessus qui va tenir dans le temps vu le bon équilibre. Donc le message, c'est qu'à mon sens, dans les récidives de hernie discale, il faut prendre en compte la discopathie symptomatique. On entendait hier une de nos consoeurs dire, moi les patients après hernie discale, je leur dis, vous allez avoir mal au dos toute votre vie, voilà, faut le savoir, vous allez avoir mal au dos, ça va être l'enfer. Bon courage quand on entend ça après une hernie, je trouve. Et à mon avis, il vaut mieux accompagner le patient, parce que s'il n'est pas encore déprimé, il va bientôt le devenir. Il faut prendre en compte l'équilibre sagittal pour avoir aussi une restitution de l'équilibre, permettre que ça dure dans le temps. Je reprécise qu'à mon sens, c'est le cas qui détermine la technique, et ça ne doit jamais être l'inverse. Donc, je pense que les équipes qui veulent faire que de l'avant antérieur tout le temps pour tout, ça ne marche pas. Et à l'inverse, ceux qui veulent faire du postérieur tout le temps et pour tout, ça ne marche pas non plus. Donc, petit message d'apaisement par rapport à ce qui s'est passé hier.
Donc, choisir la stratégie va permettre de remplir les objectifs qu'on s'est fixés. Moi, j'ai quand même la conviction que la fusion postérieure quand même permet souvent de remplir ce cahier des charges et donc peut s'intégrer dans la prise en charge de ces récidives. Je vous remercie.